Alors, ça me fait vraiment plaisir de vous présenter pour cette dernière conférence sur les pistes d'action nécessaires pour améliorer les retombées des évaluations. Madame Diane Bertholette, qui est professeure associée au département d'organisation de ressources humaines à l'École des sciences de la gestion de l'UQAM. Je vous rappelle que vous avez des notes biographiques plus détaillées, plus touffues dans le programme d'aujourd'hui. Madame Bertholette, on vous écoute pendant 20 minutes à peu près et ensuite vous aurez certainement des questions. Je vous en prie. Merci beaucoup. Alors, bonjour, ça me fait très, très plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je remercie le comité organisateur d'avoir pensé à moi. Même si vous avez des notes un peu biographiques et peut-être que vous ne les lirez pas, puis c'est pas grave, là, je veux vous parler un peu de mon background de manière à ce que vous situiez sur quelle base je vais appuyer mes propos. Alors, je suis anthropologue. J'ai fait un doctorat en santé publique et j'ai été formée en évaluation. J'ai fait de la recherche évaluative pendant toute ma carrière et je l'ai enseignée aussi en santé et sécurité au travail, de manière plus spécifique. Et j'ai été présidente directrice générale du Centre de liaison sur l'intervention et la prévention psychosociale qui fait essentiellement du transfert, du partage de connaissances psychosociales. Donc, et le CLIP a été évalué 2 fois par le ministère du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation. Donc, j'ai donc subi ma propre médecine, si je peux dire, dispensée de façon un petit peu différente. Et ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ça s'appuie sur 3 grands courants. Évidemment, l'évaluation, ensuite le partage des connaissances et un autre élément qui est très, très important, on en a parlé durant toute la journée, c'est le travail collaboratif. Je vais partir de définition parce que j'ai senti, évidemment, quand on prépare ça, on ne sait pas tout ce qui va être dit durant la journée, j'ai pris des notes, là, mais j'ai quand même senti qu'on avait besoin de revenir sur des définitions communes. Vous n'êtes pas obligé de les adopter, mais ça va vous permettre de voir quel est le cadre de référence que j'utilise. L'évaluation, selon la formation que j'ai reçue et celle à laquelle j'adhère, ça consiste à porter un jugement de valeur. Ça a déjà été dit, et c'est, même s'il y a une multitude de définitions de l'évaluation, au moins on s'entend là-dessus. Ça consiste à porter un jugement de valeur. J'insiste parce que trop souvent, j'ai vu des gens qui décrivaient des programmes et qui disaient « on a fait une évaluation ». La description, c'est pas rien, mais ce n'est pas une évaluation comme telle parce qu'on n'a pas de jugement de valeur sur l'intervention et on n'a généralement pas de recommandation. L'autre élément qui est important, c'est que c'est sur une intervention et ce jugement permet de mettre en œuvre un dispositif qui va fournir des informations scientifiquement valides. J'aurais envie de dire à François Champagne, on va s'entendre sur rigoureux et socialement légitime, et ça, c'est très, très important parce que je vais vous inviter tout au cours de la présentation à, je fais attention, je vais peser mes mots un peu, mais un petit peu de désobéissance civile empathique. Donc, pas du tout avec la violence. Mais il faut quand même qu'il y ait une certaine légitimité sociale aux informations qu'on va donner, une légitimité organisationnelle également. Ça peut porter sur un programme, mais aussi sur une de ses composantes. On n'en a pas parlé non plus. De façon structurée, je dirais. Les objectifs, les services, les ressources, les effets, évidemment, positifs ou négatifs. Paul Lamarche a insisté là-dessus avec raison. Mais l'objectif, c'est de faire en sorte que les différents acteurs concernés, pas juste un acteur concerné, pas juste un ministre, dont les champs de jugement sont parfois différents, you bet, soient en mesure de prendre position sur l'intervention pour construire individuellement ou collectivement, on va espérer que ce soit collectivement, un jugement susceptible de se traduire en action. Donc, pour moi, c'est important de garder en tête le fait qu'on veut des actions au bout du compte. Maintenant, une distinction qui n'a pas été faite, à mon avis, ici, c'est la distinction entre l'évaluation normative et la recherche évaluative. En fait, je n'ai pas entendu évaluation normative comme telle. Et pourtant, il s'en produit presque constamment dans les établissements de santé. Là, j'ai essayé de me mettre dans votre peau. Puis je me suis dit, les gens qu'il va y avoir dans la salle, ils peuvent occuper différentes postures. Ils peuvent faire l'objet d'évaluation, diriger un programme qui va être évalué. Ils peuvent demander à quelqu'un de faire une évaluation. Ils peuvent
participer à un comité qui fait de l'évaluation. Ils peuvent diriger un groupe qui fait de l'évaluation. Alors, j'aimerais, quand on va échanger, qu'on ait en tête ces différents cas de figure et que vous puissiez prendre dans ce que je dis l'information utile pour la posture ou les postures que vous adopterez durant les processus. J'ai modifié un petit peu la définition d'André-Pierre Constantopoulos. Pour moi, l'évaluation normative, c'est une activité qui consiste à porter un jugement sur une intervention en comparant, à l'aide de critères, les caractéristiques des composantes des interventions à des normes. Tous les audits, tous les processus d'agrément que vous subissez souvent sont des évaluations normatives. Je vais revenir là-dessus, parce qu'on peut questionner toujours avec empathie les critères et les normes qui sont utilisés pour faire l'évaluation. Et pour moi, ça, c'est le centre, c'est un des messages centraux que je veux vous livrer aujourd'hui. Vous êtes en train d'en faire de l'évaluation normative sur plusieurs affaires, j'imagine. Ça peut être la pertinence de ce que je dis, le ton que j'utilise. Ça, c'est vos critères. Mais chacun a une norme subjective qui n'est pas nécessairement équivalente. Et ça, quand on va parler de travail collaboratif, quand on va parler de décision, il faut l'avoir bien en tête. Quelles sont les normes subjectives? Est-ce qu'on devrait les laisser subjectives comme telles? La recherche évaluative, on a mangé un petit peu pour son rhume aujourd'hui, mais ça va. Il y a beaucoup de choses que je comprends très bien qui sont totalement justifiées. Ce que je comprends, c'est qu'il y a eu des blessures dans le réseau, notamment, liées à des interactions avec des chercheurs. Mais ce que ça devrait être, la recherche évaluative, c'est une démarche qui est scientifique, mais qui permet, et j'insiste là-dessus, de comprendre les relations entre les différentes composantes de l'intervention. Alors, ce n'est pas juste de porter un jugement à la recherche évaluative. Il faut répondre à des questions. On a parlé de besoins, répondre aux questions des premiers concernés. Ça peut être les utilisateurs de services, ça peut être les gens qui dispensent les services, éventuellement les gens qui vont prendre les décisions aussi. Mais lorsqu'on parle de recherche évaluative, je ne prendrai pas tout mon 20 minutes pour vous expliquer quelles sont les différentes questions qui peuvent être posées, mais je vous réfère au texte de Broussel et collaborateurs. Il y en a une multitude. Est-ce que c'est efficace? Est-ce que c'est coefficace? Est-ce que l'intervention permet de répondre aux besoins? Etc. Alors, vous parlez d'accompagnement. Quand on accompagne les gens lors d'évaluation, pour moi, il est important de leur mettre la table, de dire, regardez, voici toutes les questions. Parce que des fois, on ne connaît pas les questions auxquelles l'évaluation pourrait répondre, et ça peut être utile d'avoir une liste qui nous permette de nous dire, ah oui, ben regarde, justement, c'est cette question-là qui m'intéresse. Je veux voir comment le contexte modifie les effets que j'observe. On a parlé de variation sur un territoire, dans le même territoire. Analyse d'implantation d'un certain type. Alors maintenant qu'on a regardé ces éléments-là, une question qui, à mon avis, est très importante de poser, c'est est-ce que le programme ou l'intervention est évaluable? Je me situe, dans tout ce que je vais vous dire, dans une perspective de travail collaboratif avec les parties prenantes. C'est important de le dire. Et je pense qu'on doit adopter une démarche parfaitement démocratique pour toutes les étapes que je vais mentionner ultérieurement. Dans les questions à se poser, c'est est-ce que les objectifs et les effets secondaires importants sont bien définis? Important, qui va le dire? C'est le groupe que vous allez consulter dans le travail collaboratif. Ce n'est pas la personne qui fait la recherche, ce n'est pas la personne qui fait l'évaluation normative qui devrait le définir. Je vais revenir au ministère tantôt. Les besoins prioritaires d'information sont clairs. L'évaluation, je suis très d'accord avec ce qui a été dit, est un processus qui est hautement politique. Et donc, quand des ministères demandent des évaluations généralement normatives, qu'on nous envoie une série de questions et qu'on doit remplir les vides en donnant de l'information, la question de base qu'on devrait poser comme gestionnaire, comme répondant au ministère, c'est pourquoi? Pourquoi tu veux savoir ça? À quoi ça va servir? Et avoir des réponses écrites à ces questions-là. Comment tu vas te servir de l'information? Et quand je dis désobéissance civile empathique, c'est qu'évidemment, dans les ministères, il y a différents niveaux, vous le savez.
Il y a les professionnels qui y travaillent, il y a des sous-ministres adjoints, des sous-ministres, des ministres, etc. Ils n'ont pas tous le même pouvoir, mais il y en a qui restent plus longtemps que d'autres. Et généralement, c'est les professionnels. Alors, c'est important, si vous êtes en charge de l'évaluation dans votre organisation, de garder des contacts avec ces gens-là, de comprendre quelles sont leurs contraintes, et que vous ayez l'occasion de vous exprimer vous-même sur vos craintes, sur les difficultés que vous rencontrez, et que vous vous exprimiez sur la nature des critères et des normes qui vont être utilisés. Je vais revenir, je vais vous donner des exemples tantôt. Il faut que les objectifs de l'intervention soient plausibles, compte tenu du modèle causal du problème. On l'a dit ce matin. Je vous donne un exemple. Je me suis beaucoup intéressée aux maux de dos dans le secteur hospitalier. Les maux de dos, on le sait. Il y a des facteurs psychosociaux, il y a l'équipement, il y a l'aménagement du poste qui peut jouer, il y a la formation, j'en nomme jusqu'à. Si j'ai plusieurs facteurs causaux, nécessairement mon intervention doit être multidimensionnelle si je veux réussir à prévenir le problème. Donc, il faut mettre en relation nos hypothèses d'action, comment on va arriver à atteindre notre objectif avec les facteurs contributifs du problème. Et donc, toute cette démarche-là peut faire l'objet de discussions, d'interactions très intéressantes, très riches, avec toutes les parties prenantes concernées par l'intervention comme telle qu'on veut évaluer. Idéalement, on devrait avoir un certain nombre d'éléments sur les services dispensés puis la proportion des gens ciblés qui ont reçu les services comme tels. Parce que si vous passez 6 mois à évaluer un programme, mais qui n'a jamais été dispensé, comme j'en connais en santé au travail, bien, vous perdez votre temps. Donc, première question, ce qui est dispensé puis aux gens concernés comme tels. Et les parties prenantes s'entendent sur la façon dont les résultats de l'évaluation sont utilisés au départ, pas à la fin. Au départ. Puis le ministre est une partie prenante. Donc, il faut s'organiser pour remonter la chaîne de commande et, évidemment, avoir l'appui de vos gestionnaires haut placés. On me dit qu'en ce moment, je suis sensible à ça parce que je suis en santé au travail, il y a des burn-out qui se pointent à l'horizon chez les gestionnaires. Alors, oui, interaction avec les gestionnaires, encore empathie, parce qu'il faut comprendre comment ils se sentent dans ce système-là et ce qu'ils vivent si on veut faire avancer les dossiers. Ce n'est pas en étant confrontant qu'on va y arriver, mais c'est en étant persistant. On a très bien décrit ce matin les finalités officielles d'évaluation, je n'y reviendrai pas. Ça peut vous servir à différents objectifs, mais moi, je voudrais revenir là-dessus. Les finalités officieuses de l'évaluation, dont on parle à peu près jamais. Tactique, utilisation du processus d'évaluation pour cautionner une décision déjà prise. Ça vous dit quelque chose? Faciliter l'adoption d'une décision ou sur le plan politique pour convaincre. Mais ça, vous pouvez vous servir des résultats des évaluations pour convaincre. Maintenant, il faut faire attention, il y a un piège. Je me suis rendu compte de ça en parlant avec des gens. Il y a une phrase type que tout le monde utilise. « Oh ouais, mais les études, ils ont des limites méthodologiques. » Mon père n'a pas fini son secondaire, puis c'est ça qu'il me dit quand on discute. Il a appris ça, puis il n'est pas capable... Et j'ai le plus grand respect pour lui, là. Mais il reste qu'il n'y a pas le fondement pour discuter sur le plan méthodologique, mais il utilise cet argument-là pour me clouer le bec, finalement. Donc, il faut faire bien attention à la façon dont les résultats vont être utilisés. Il faut en avoir une idée. Et il est très important d'être bien en contact avec les gens qui prennent les décisions ou qui défendent les résultats pour connaître les enjeux. Ça, c'est fondamental. Sinon, on peut tomber dans un piège. Je vais vous montrer des résultats, des exemples tantôt. Mathieu l'a dit aussi, et Karine, les gens qui étaient là avant moi, les résultats des recherches sur l'évaluation de programmes, et ça a sorti déjà dans les années 70, et les gens qui ont travaillé sur le partage de connaissances, on sait que l'implication des parties prenantes au début du processus va favoriser l'utilisation adéquate des connaissances. Donc, il ne s'agit pas d'arriver avec un devis tout fait, comme bien des chercheurs le font malheureusement, pour favoriser l'utilisation des connaissances. Il faut que les parties prenantes participent à l'élaboration même du projet. Alors,
comment est-ce qu'on peut faire ce type de recherche collaborative comme telle? D'abord, on a une prémisse quand on fait de la recherche collaborative, c'est que la connaissance est ancrée dans la vie. Dans les livres, oui, mais dans la vie. Et dans les expériences des individus, c'est à travers un processus de coopération entre les chercheurs et des individus qui ont une certaine expérience, une certaine connaissance. Le citoyen a une expérience aussi, une connaissance, des compétences, permet de développer cette connaissance-là. Le problème, idéalement, devrait être ancré dans le contexte dans lequel le problème s'inscrit. Et là, j'ai une petite anecdote là-dessus. Il n'y a pas très longtemps, je suis vice-présidente du conseil d'administration du Fonds Société Culture. Et on a une rencontre avec des sous-ministres, sous-ministres adjoints, ministres, etc. Et je mets de l'avant l'importance de la diversité des programmes. J'explique qu'on ne peut pas avoir un programme unique. Il faut tenir compte des différents contextes. Je me fais répondre « Ah, ça, c'est pas la vraie vie, madame. » OK. Elle me dit « Bien, vous savez, les ministres n'en veulent pas de diversité. Parce qu'on peur que si jamais un programme est implanté un peu différemment dans une région puis qu'il se plante, qu'un journaliste le rapporte. Fait que le ministre, lui, il veut de la standardisation, il pense que ça va le protéger. Fausse théorie, parce que c'est pas en ayant une standardisation que ça va mieux fonctionner. Puis fausse théorie, c'est pas comme ça que tu vas arrêter les journalistes, là. Mais ce que ça me dit, c'est qu'on n'a pas encore réussi à expliquer le message aux gens qui prennent les décisions. Alors, collectivement, il faut porter ce message qui est dans le réseau depuis des dizaines d'années, là. Donc, il faut réfléchir collectivement à la façon de porter ce message-là. Il faut que la définition du problème, donc, soit ancrée dans le contexte. Les différences d'opinion sont importantes dans le processus de décision. Quand on met autour de la table des gens qui viennent de différents groupes professionnels, qui ont différents rôles dans notre société, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des cultures différentes. Et il faut, à mon avis, au départ, ne pas dire qu'une culture est moins bonne que l'autre. Elle est ce qu'elle est. Première chose, apprendre à comprendre cette culture, quelle est-elle? Deuxième chose, à quoi ça tient, cette culture? Puis troisièmement, on peut-tu négocier? Est-ce qu'on peut discuter ensemble? Est-ce qu'on peut voir quelles sont vos contraintes, quelles sont les nôtres, puis comment est-ce qu'on peut arriver à un accord comme tel? Juste ce midi, on discutait avec des collègues de la culture des médecins spécialistes. Médecin spécialiste qui veut agir rapidement, qui ne veut pas trop douter, alors que si vous comparez le médecin spécialiste avec moi, ma formation m'a appris à douter surtout dans la vie. Pas quand j'achète une auto, là, mais quand je regarde, j'ai des décisions à prendre sur le plan de la gestion au niveau scientifique, j'ai la culture du doute. Alors, il faut être en mesure d'échanger pour mieux se comprendre plutôt que de s'opposer de façon importante. Ça prend une coproduction et des négociations, et il faut que ce soit un processus itératif, et je peux vous dire qu'il peut être très exigeant. Les enjeux, ça a été dit aussi dans un atelier, il faut savoir que les gens autour d'une table n'ont pas les pouvoirs et les mêmes compétences, et ce n'est pas parce qu'on participe qu'on va donner un avis. On peut être un participant silencieux. Donc, il faut être alerte quand on anime un groupe comme ça à l'égard des gens qui vont moins s'exprimer que d'autres pour assurer qu'ils aient un espace de parole. C'est très important. L'étendue des relations, ça peut aller du conflit au consensus. Évidemment, le travail qu'on fait vise un consensus comme tel et on ne peut pas provoquer comme tel l'authenticité de l'engagement. Les pistes d'action, bien identifier les besoins des groupes d'intérêt au départ, comprendre les traditions et les dynamiques organisationnelles, convenir d'un mode de fonctionnement qui va favoriser la participation équitable, l'avoir en tête, adopter une approche flexible et réflexive, culturellement acceptable et adaptée aux compétences des participants. Donc, ça veut dire qu'il faut mettre ça sur la table avant de commencer à discuter, ou en cours de route. J'ai en tête un exemple. À un moment donné, j'ai présidé un comité au M3S qui devait évaluer des CAU et des IU, des centres affiliés universitaires, des instituts universitaires.
Et on venait d'avoir le rapport du Planty qui remettait complètement en question les critères. Mais le ministère nous obligeait à nous baser sur les anciens critères. Alors, tu sais, les gens au comité passaient leur temps à faire des commentaires sur le processus. Bien, j'ai dit, écoutez, on va faire une chose, on va faire 2 colonnes. Vous allez me donner votre évaluation du CAU ou de l'IU, puis à côté, je fais une colonne, puis je note tous vos commentaires sur ce qu'on est en train de faire. Puis à la fin, on se fait une réunion juste là-dessus, on écrira au ministre, puis on dira ce qu'on en pense. Donc, ce n'est pas de dire aux gens, non, non, vous n'êtes pas d'accord, puis essayer de mettre ça en dessous de la table. Là. Il faut le reconnaître, mais lui donner son espace pour pouvoir traiter ce type de questions-là. Et reconnaître la variation des valeurs et la légitimité des différents points de vue. Mais on essaie d'atteindre un objectif commun. Faire un protocole de travail, ça a déjà été dit, un engagement mutuel. Dans un projet que j'ai dirigé, le dernier que j'ai fait, qui s'appelle TRASS, T-R-A-S-S-S, c'est un projet qui visait à outiller les centres affiliés universitaires et les instituts universitaires qui développent des interventions innovantes, à développer des stratégies de partage de connaissances pour que leurs pratiques soient utilisées à l'échelle du Québec. On a co-construit ce projet-là avec les centres affiliés universitaires et les instituts universitaires. Donc, ce que ça veut dire, essentiellement, c'est que j'ai tenu la plume et que les gens se sont exprimés et que c'est le résultat de leur travail collectif qui a fait en sorte que le projet a vu le jour puis a continué. Mais au moment où on a eu le financement, on a signé une entente, tout le monde, sur nos engagements. Le projet devait durer 2 ans. Ça a pris 1 an avant que l'entente soit signée. Et mes collaborateurs trouvaient ça bien difficile au CLIP. C'était le CLIP qui dirigeait le projet. Mais mon hypothèse était qu'une fois que les ententes seraient signées, là, il n'y aurait plus de problème. Parce que l'entente montrait les engagements des uns et des autres par rapport à ce qu'ils devaient faire. Et effectivement, c'est ce qui est arrivé. Donc, l'entente a permis aux gens d'être vraiment conscients de ce dans quoi ils s'embarquaient. Mais une fois que tout le monde a été d'accord, le projet s'est bien déroulé, puis à l'intérieur des temps prescrits en plus. Alors, TRASS, je viens de vous en parler. Moi, ce que je retiens de cette expérience-là, il y avait quand même 35 organisations dans le projet, 200 personnes. Les gens m'avaient dit, tu vas te casser le cou, mais collectivement, on ne s'est pas cassé le cou. On a fait la démonstration qu'à l'échelle du Québec, le réseau de la santé pouvait travailler ensemble. Et ce qui nous a aidés, à mon avis, c'était une communication étroite et transparente à chaque étape, tout sur la table, une offre de formation aux participants pour les gens qui n'avaient pas nécessairement le même langage, les mêmes méthodes, pour que tout le monde se sente confortable avec ce qu'on faisait. Évidemment, un apprivoisement mutuel. Et j'insiste, un safe space. Je n'ai pas trouvé de traduction idéale, mais un espace sécuritaire. C'est-à-dire que si quelqu'un dit quelque chose dans un comité, on s'entend pour que ça soit confidentiel et que ça ne sorte jamais. Et de la même façon, si quelqu'un me dit quelque chose, ça reste entre cette personne-là et moi. Alors, oui, il y a de la transparence pour ce qui concerne tout le monde, mais en cours de route, il y a un espace sécuritaire. Un langage commun, l'équité, très important, et des résultats diffusés sous une forme utile à la communauté, telle que décidée par cette communauté-là. Là, je vois que ça me prend du temps, mais il m'en reste 3. Dans le cas d'évaluation normative, vous le savez comment c'est développé. Les critères et les normes viennent de jugements d'experts, de normes législatives, on l'espère, de recherche évaluative antérieure. Le problème, c'est que très souvent, ils ne sont pas appuyés sur le modèle logique de l'intervention. Je vais vous donner 2 exemples. On en a parlé du modèle logique ce matin. Modèle logique, ce qu'on veut dire, c'est vraiment les hypothèses d'action du programme. Et, très souvent, on ne va pas voir du côté des parties prenantes pour voir quelles sont leurs perceptions des effets ou des services, quelles sont les caractéristiques qui sont importantes. Il faut, à mon avis, les intégrer dans le choix des critères et des normes. N'acceptez jamais qu'on vous dise que les normes viendront après l'évaluation. C'est trop facile, mais ça arrive.
Mais il ne faut pas accepter ce genre de choses-là parce qu'on peut se faire prendre. Alors, 2 exemples, puis après ça, c'est ma conclusion. L'écart par rapport à l'intervention prévue comme critère. Alors, j'ai évalué le programme de santé au travail qui est donné par les équipes de santé au travail selon la loi sur la santé et la sécurité au travail. Après une première étude, je suis allée sur le terrain, avec mes assistants évidemment, en recherche qualitative pour voir quelle était la nature des services offerts par les équipes, mais pas juste en regardant la loi. Question ouverte, qu'est-ce que vous faites comme service? Et là, je me suis rendu compte que les gens offraient des services pertinents, mais qui n'étaient pas dans la loi, comme aider l'entreprise à monter son propre comité de santé et de sécurité au travail. Pardon. Alors, et mes résultats ont notamment montré que plus les services étaient diversifiés, meilleurs étaient les résultats que c'était de l'élimination des sources de risque, puis en plus, que le comité de santé et de sécurité, son ancienneté avait un effet multiplicateur sur la production des effets. Okay? Pendant ce temps-là, la CSST demande à Pricewaterhouse de faire une évaluation de la fidélité, d'aller sur le terrain. Pricewaterhouse revient en disant « Ils donnent des services qui ne sont pas prévus dans la loi, recommandation, contrôler les équipes de santé au travail. » Voyez-vous, je ne dis pas que c'est toujours comme ça, là, mais ce que je veux vous dire, c'est attention aux critères et aux normes, attention à l'évaluation normative si elle n'est pas ancrée dans une meilleure compréhension des processus comme tel. L'effet de levier au clip. L'effet de levier, on nous disait, pour chaque dollar investi par le ministère, vous devez aller chercher $1 dans la communauté. Bien oui, mais c'est parce que la communauté, c'est services de santé, services sociaux, éducation. Nous, on est là pour favoriser l'appropriation des connaissances. Vous voulez qu'on vende nos produits à un point tel qu'on fasse $1 pour $1. Bon. Alors, j'ai refusé ce critère-là, mais il nous a été imposé la première fois. Deuxième essai que j'ai fait, j'ai dit, bon, OK. Dans ce cas-là, tout le temps que les gens donnent au clip là, pour adapter les produits, là, je vais comptabiliser ça, moi, puis je vais transformer ça en argent comptant. Combien ça vaut? OK, oui, c'est une bonne idée. Alors, j'ai changé la mesure. Après ça, j'ai changé la norme. Ça a pris 2 évaluations. Au bout de 2 évaluations, ils acceptaient 50 sous pour $1. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut avoir une tête dure. Okay? Ça ne veut pas dire être confrontant, ça veut dire être persistant, par exemple. Et quand je vous disais, faites attention à la façon dont les résultats sont utilisés, à un moment donné, je fais partie du comité qui va développer la prochaine stratégie québécoise de recherche d'innovation. Puis, il y a un sous-ministre qui dit, imaginez-vous donc, il y a des organisations qui ont un effet de levier de 46 sous. Puis là, ha. Là, je fais, c'est parce que c'est nous autres. Puis j'ai expliqué à quoi ça servait. Mais si je n'avais pas été là, peut-être que le clip et le CETREC auraient été coupés, vous comprenez? Et je ne l'avais pas vu venir, ça. Donc, j'aurais dû résister encore plus. En conclusion, moi, je vous dirais, ce qu'il faut retenir, c'est de défendre et de faire respecter des principes. Il y a quelqu'un dans un atelier qui a dit, moi, je suis allé publiquement, c'est monsieur, j'ai publié quelque chose, puis j'ai une lettre de mon directeur. Je sais, ça fait mal. Quand on se tient debout, quand on défend des idées, je ne vous dirai pas que vous n'aurez pas de contrepartie. On est dans une société démocratique, mais il se passe des affaires pareilles. Mais on a quand même des lois qui nous protègent. Puis on est une des sociétés les plus choyées sur le plan démocratique. Ne serait-ce que par solidarité pour les populations qui ne l'ont pas. Ça vaut la peine de se battre. Même s'il y a des conséquences, puis les conséquences ne sont pas très graves, puis je vous dirais, j'ai plein d'empathie pour les gens qui en ont vécu, ça m'est arrivé aussi, mais ça vaut la peine. Je suis à la retraite. Quand on est à la retraite, en tout cas, ce que je vois, c'est une des choses qui nous reste le plus, ça. Et ça vaut la peine, comme tel. Donc, idéalement, un programme implanté, dont on connaît un petit peu les variations, un objectif clair d'évaluation, critères, normes et mesures acceptables, implication des parties prenantes dès le départ, incluant les personnes engagées dans le partage de connaissances, qui ont des compétences en la matière, un travail collaboratif, transparent et respectueux, et un cap sur l'objectif, mais une souplesse
à l'égard des moyens pour y arriver. Merci beaucoup.